Ah là là, 2015. Cette année où on pouvait aller voir au cinéma Mad Max Fury Road, Star Wars 7 ou encore vice versa. Cette année où sur ton iPhone 6S Plus, ta playlist alternée entre Hello d'Adele, What Do You Mean de Justin Bieber, Jour 1 de Louane et Fusil de SCH. Cette année où on a eu beaucoup de chance dans le milieu du divertissement en tout cas, entre grandes œuvres cinématographiques et albums incroyables, notamment au niveau du rap français. Moi personnellement à cette époque j'étais en 3ème et je passais mon brevet en pur talent. Je me butais sur ma Wii U à jouer à Mario 3D World et sur ma 3DS je jouais à Animal Crossing New Leaf. C'était il y a quasiment 10 ans, putain les gars, on est vieux. Mais surtout en 2015, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la sortie de la série Netflix Daredevil. Alors pour les plus vieux d'entre vous, vous l'avez connu dans le film Daredevil 2003 avec Ben Affleck dans le rôle principal, et pour les diplodocus qui nous regardent, vous l'avez peut-être connu vous dans les comics. Car en effet, Daredevil est un personnage de comics avant tout, il est apparu pour la première fois en 1964 dans le comics Daredevil numéro 1, et il a été inventé par Feu Stan Lee lui-même. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la genèse du personnage, mais ici, on va parler uniquement de la série Netflix Daredevil sortie en 2015 donc, et cette vidéo va résumer un petit peu la série en elle-même, tout le bordel autour du changement de studio, ainsi que son retour prochainement au sein du MCU. Alors pour que tout soit bien clair, comme dit dans l'intro, ici on va parler uniquement de la série Netflix et en aucun cas des comic books. Si vous voulez vous informer sur les comics Daredevil, je vous mets en fiche juste là la chaîne d'Alcor, qui est un spécialiste des comics et qui en parle très très bien, ces vidéos sont super cool. Et j'avoue que je prends un max de plaisir à m'intéresser aux comics grâce à lui. Nous, on va uniquement parler de Daredevil incarné par Charlie Cox, exceptionnel, et tout ça sans spoiler évidemment. Donc voilà, prenez place, mettez-vous bien, installez-vous confortablement, vous avez le contexte de la vidéo, on est parti. Matt Murdock est un jeune avocat sorti fraîchement des études de droit, accompagné par son ami Foggy Nelson. Ensemble, ils fondent leur cabinet Nelson et Murdock, qui ont pour particularité d'être le plus droit dans leur botte possible. Ils se donnent pour mission première de toujours aider les habitants d'Hell's Kitchen, un quartier malfamé de New York dans lequel ils résident, avant de penser aux bénéfices. Même si de temps en temps, Foggy n'est pas du genre à cracher sur une bonne affaire qui rapporte. Malgré le fait qu'elles peuvent sembler douteuses parfois. On apprend dans les 5-10 premières minutes de l'épisode 1 comment Matt a perdu la vue quand il était petit à cause d'un accident de la route. Il s'est fait renverser par un camion de produits chimiques qui lui ont, malheureusement pour lui, coulé dans les yeux. Je précise malheureusement pour lui parce que sans ce chauffeur, on n'aurait pas eu la série, donc bah merci chauffeur. Bref, en devenant adulte, les autres sens de Matt se sont énormément développés, au point où il est même capable de percevoir son environnement mieux qu'un mec qui a 10 sur 10 aux deux yeux. Ma petite théorie personnelle, c'est que ces sens, ils se sont pas seulement super développés plus que la moyenne, c'est que il y a eu aussi un effet secondaire avec les produits qu'il a reçus dans les yeux à mon avis. Même si c'est jamais précisé dans la série, ce qui est bon pour l'interprétation des spectateurs, mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a un petit lien entre les deux. En effet, ce qui est superbement mis en scène dans la série, c'est cette capacité qu'il a à percevoir plein de choses invisibles pour nous. Du moment qu'il se concentre bien, il peut percevoir le nombre d'hommes armés qui sont en train de monter dans l'immeuble, le nombre de munitions qu'ils ont, s'ils sont stressés ou pas, parce qu'il a aussi la capacité de percevoir les battements de cœur des gens. Il peut aussi percevoir qui sont abonnés ou non à la chaîne de Falco, et généralement ceux qui ne le sont pas, ça se passe très mal pour eux. Parce que oui, au-delà de ses sens super développés, il te met à branler quand tu veux, où tu veux, et il t'en met une, pas deux. Et ça, c'est dû au fait qu'il se soit fait entraîner dès son plus jeune âge par son mentor. Mais là, je vais pas en dire plus parce que ça va rentrer dans les détails et on n'est pas là pour ça. Maintenant, je vais vous présenter quelques détails qui font que la série est vraiment exceptionnelle et qu'il faut la regarder. Surtout si vous voulez voir la suite qui arrive, ou la revoir si c'est pas déjà fait parce que vraiment ça vaut le coup. Déjà, la série fait que 3 saisons de 13 épisodes chacune, ça se consomme très très bien, quand t'arrives à la fin d'un épisode, t'as tout de suite envie de relancer le prochain. Les intrigues sont hyper prenantes et vraiment très poignantes. On a beaucoup ce rapport à l'humain, ce rapport à la paternité, ce rapport à la famille, ce rapport aux amis qui sont très très prononcés. Il y a beaucoup de thèmes variés et c'est vraiment super intéressant, intriguant. Bref, c'est très enrichissant humainement parlant. Les personnages sont absolument géniaux, tous autant qu'ils sont. Ils ont tous leur arc de développement, il y en a pas un qui est laissé sur le côté par rapport aux autres quoi. Ils sont très attachants, on a vraiment envie d'être avec eux. L'écriture globalement très bonne et nous immerge à fond dans cet univers, à fond dans l'ambiance de la ville et de tout ce qui nous est raconté. Franchement, on a envie d'être avec eux. C'est sanglant. En effet, malgré qu'on soit chez un héros de la maison Marvel, c'était pas Disney à l'époque qui était derrière, donc il se permettait plus de choses. Et ça, on y reviendra plus tard dans la partie 2. Tout ça pour dire que la série se prive de rien pour rendre ça adulte, terre à terre et violent quand il le faut. Ici, on n'a pas de magie, on n'a pas de super pouvoir, on n'a pas de super héros. Ici, on est dans un monde qu'on connaît bien, qui ressemble très pour très au nôtre, un peu trop d'ailleurs parfois. Mais c'est pas pour autant que ça en est déprimant, parce que bien au contraire, on voudrait tous avoir un Matt Murdock ou un Daredevil près de chez nous quoi. Et ça fait du bien parce que malgré les thèmes un peu sérieux qu'aborde la série, on est sur de la violence dans la rue, on est sur la lutte des classes, on est sur plein de choses qui nous concernent, et voir un Matt qui se démène et qui met en danger sa vie pour ses convictions, et ça réchauffe le cœur et on a vraiment envie d'être derrière lui. Et c'est quelqu'un de très bienveillant, de maladroit aussi, parce qu'il fait souffrir ses proches, etc. Mais c'est quelqu'un avec des valeurs, mais des valeurs très très solides. La mise en scène est vraiment
vraiment très réussi. Les décors, ils nous font vraiment croire dur comme fer à l'environnement qu'on nous présente, et on a plusieurs lieux récurrents qu'on visite et qu'on prend plaisir à revisiter au fur et à mesure de la série justement. Entre le cabinet d'avocat, l'appart de Matt, les rues d'Hell's Kitchen, le bar de Josie, on a vraiment un sentiment de connaître un peu les lieux en regardant la série au fur et à mesure, et ça a un aspect très rassurant, très familier, presque, et les images et les façons de filmer les plans sont un peu responsables de ça. Et en parlant des images, parlons de la photographie, qui est vraiment sublime. Par certains moments, c'est très bluffant. On alterne entre beaucoup de marquages de couleurs très prononcés, très néon, entre l'aspect très rougeâtre, très verdâtre, très jaunâtre. Ça marque bien les environnements, et c'est vraiment super beau à voir. Et contrairement à ça, parfois on passe dans du très sombre, très nuit, très camouflé, souterrain, parking, ruelles sombres, etc. Et c'est toujours superbement bien éclairé, superbement bien filmé, la photo est toujours belle, les images sont trop clean. C'est un détail pour certains, mais ça donne vraiment un cachet à la série, et ça donne vraiment un aspect unique, et vraiment bien travaillé, quoi. Maintenant parlons d'un des côtés les plus marquants de la série, les combats. Les combats sont vraiment extrêmement épique. Que ça soit la façon de filmer ou les chorégraphies elles-mêmes, c'est du grand art comme rarement j'ai vu dans ma vie. Je sais que j'ai dit ça dans ma dernière vidéo Deadpool, mais les combats dans Deadpool sont très cool, hein. Mais les combats dans Daredevil sont d'un niveau encore au-dessus, vraiment. Ils dépassent tout, je dis bien tout, absolument tous les combats qu'ont pu faire le MCU depuis 10 ans. On a certains combats filmés en plan séquence, coincés dans un couloir, et on voit quasiment pas l'action, mais on la ressent avec les effets sonores. Un peu comme Matt, finalement, vu qu'il voit pas ce qui se passe, mais qu'il ressent tout. Quand il fait des combats coincés dans des couloirs comme ça, la caméra filme le couloir à l'avance. Petit panneau sur la gauche, petit panneau sur la droite, et on voit des humains qui volent dans tous les sens, bam, bam, des portes, des mecs qui se font fracasser la gueule. Après on voit Matt qui se prend des coups aussi, parce que oui, il est pas invincible, hein, il s'en prend dans la gueule et il s'en prend beaucoup. Il est vraiment blessé parfois à la limite de la mort et du coma dans certains cas, mais franchement c'est exceptionnel de voir ça. Et la caméra, ça devient quasiment un personnage à part, parce qu'elle est là, on dirait qu'elle esquive presque les mecs que Matt nous balance à la gueule, et des fois ça peut durer jusqu'à 10 minutes de plan séquence comme ça. C'est du jamais vu. Marvel et Disney, ils ont jamais égalé ça 10 ans après presque, et je m'en souviens, ça m'a véritablement marqué, quoi. Je m'en rappelle de ces séquences, et je prends plaisir des fois à juste remater ces bouts-là de la série, parce que vraiment c'était une claque, quoi. Enfin bref, je pourrais en parler des heures, mais le mieux c'est quand même que vous alliez voir par vous-même, parce que franchement ça vaut le coup, vous allez pas perdre votre temps. Vous pouvez la retrouver aujourd'hui, non plus sur Netflix, mais bien sur Disney+, le concurrent direct. Mais alors comment ça se fait? C'est quoi cette histoire justement? Parlons-en. Donc pour rappel, en 2015, du côté du MCU cette fois, l'année 2015 est marquée par la sortie de l'Avengers Ère d'Ultron et de Ant-Man. Au départ, Daredevil, la série ne criait pas sur tous les toits qu'elle était en lien avec le MCU parce qu'elle ne l'était pas officiellement. Elle se permettait tout de même quelques petites références, notamment on se rappelle de l'évocation dans quelques épisodes de la grande bataille de New York 2012 évidemment, qui fait référence à Avengers premier du nom, mais sans jamais citer les noms d'Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ou Hawkeye. Même si, il me semble, ça c'est un souvenir perso, mais je suis pas exactement sûr de la tournure de la phrase, il me semble qu'à un moment, un personnage tertiaire prononce une phrase qui ressemble à peu près à mais qui va venir nous sauver, un gars avec un marteau venu du ciel et un patriote tricolore, un truc du genre, je suis pas sûr. On peut aussi y voir à un moment, subtilement, dans le fond, un journal du New York Times, je crois, avec une photo d'un des grands serpents géants d'Avengers. À l'époque, on pouvait se permettre de jouer avec la subtilité des deux univers, parce qu'ils n'étaient pas officiellement liés, mais bon, ça pouvait passer comme easter egg dans tous les cas, quoi. Puisque les événements se passent à New York, et que à New York, il y a pas si longtemps, on a eu tout ce bordel, quoi. Donc voilà, on passait ça en easter egg sans trop en dire, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on allait avec ça. Du côté du MCU, il n'y a jamais eu aucune référence directe à l'univers des Defenders de Netflix. Donc les Defenders, c'était composé de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, qui ont tous eu leur série, qui se sont tous fait annuler les uns après les autres. Mais c'est tant mieux qu'on n'ait pas eu écho et des références à ça, parce que c'est mieux pour la cohésion, et ça limite la casse des incohérences, parce qu'il y aura que Daredevil qui sera reboot dans le MCU finalement, et tant mieux parce que c'était le meilleur personnage de tous les Defenders évidemment, et de très très loin. Et c'est uniquement dans Spider-Man No Way Home qu'on reverra le Matt Murdock de Charlie Cox, qui nous a permis de confirmer la présence de Daredevil chez Marvel maintenant, dans le MCU, pour un éventuel reboot. Effectivement, depuis le début, je vous parle de la fameuse série Netflix, mais maintenant elle est sur Disney+. Donc qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Et bah tout ceci, c'est à cause des droits d'exploitation des personnages que Marvel avait décidé, pour éviter de mettre la clé sous la porte, de revendre à des studios concurrents. C'est un peu difficile à croire aujourd'hui, tant ils ont l'air inarrêtables, et tant ils ont façonné les blockbusters de ces 15 dernières années dans les salles obscures, mais ça a pas toujours été facile pour la maison d'édition Marvel. Pour la petite histoire, Marvel au début ne vendait que des comic books. Ce sont des petites BD très populaires sur le marché américain, là d'où sont tirés tous nos super-héros du grand écran. Sauf évidemment ceux de la concurrence de DC Comics, qui sont une autre maison d'édition appartenant maintenant à la Warner Bros. Et dans les années 80-90, les gens se désintéressent un peu des comics, et Marvel
frôle la banqueroute, et pour éviter un crash total, ils décident de vendre les droits d'exploitation de certains de leurs personnages à des gros mastodontes du cinéma pour survivre. Et pour citer les plus connus, on a évidemment Spider-Man chez Sony, Hulk chez Universal, et les X-Men, les 4 Fantastiques, Deadpool et évidemment Daredevil à la Fox. Heureusement pour eux, en 2009, c'est Disney qui frappe à leur porte avec un chèque de 4 milliards de dollars et qui propose à Marvel de les racheter. Notre grand sauveur à tous, Disney. Désormais, Marvel donc est chez Disney. Plus question de céder les droits de ces personnages parce que maintenant, ils sont plus dans la merde. Mais bon nombre de leurs personnages sont déjà chez des studios concurrents et ça va être compliqué de les racheter. Et ça, ça fout la merde pour le projet d'univers étendu de Kevin Feige, le nouveau patron des Marvel Studios. Donc à partir de maintenant, ils devront négocier des contrats pour faire apparaître tel ou tel personnage. Mais comment faire un univers étendu Marvel sans leurs grosses licences qui appartiennent désormais à d'autres studios? À partir de maintenant, ils devront s'arranger entre studios pour se prêter tel ou tel personnage pour leur licence, moyennant finances, etc., etc. Et Daredevil dans tout ça? Eh bien, notre avocat préféré, lui, est entre les mains de la Fox. Et après un deal avec Netflix, il s'est vu offrir une toute nouvelle série originale sur la plateforme, qui ne s'est pas fait attendre avant d'être couvert d'éloges, parce qu'absolument tout le monde qui l'ont vu l'ont aimé, cette série. Même mes parents à l'époque, ils ont kiffé la série quand je leur ai fait découvrir. Mais après les 3 saisons, c'est en 2018 qu'on apprend que cette dernière va être annulée aussi, après 3 saisons magistrales. En effet, quand on a commencé à voir que toutes les séries Marvel Netflix se faisaient annuler les unes après les autres, on avait tous la gorge serrée quant à une potentielle annonce de fin de Daredevil, et ça a pas manqué malheureusement. Au plus grand regret de tous, je me rappelle encore la douleur des spectateurs et même des acteurs eux-mêmes, qui pour certains s'étaient exprimés sur le sujet, notamment l'actrice de Karen Page, d'à quel point on était tous dégoûtés d'apprendre la nouvelle. La renaissance, mais à quel prix ? Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'un des plus gros rachats de studios a été effectué il y a quelques années maintenant, parce qu'en effet, on apprend en 2019 que la Fox va être rachetée par le mastodonte Disney, qui a encore une fois frappé à la porte de chez la Fox, avec un très gros chèque de 72 milliards de dollars cette fois, 10 ans après l'achat de Marvel. L'inflation, tout ça, tu connais. En effet, Disney avait besoin du plus grand nombre de licences possible, quitte à avoir des licences qu'ils avaient perdues avec Marvel à l'époque, pour l'ouverture prochaine de son propre catalogue en ligne, Disney+, leur propre plateforme de streaming. Donc si je résume mon équation, Marvel moins Daredevil égale Fox. Marvel plus Disney égale Marvel Studios, et Disney plus Fox égale Daredevil. C'est grossièrement résumé, mais tout ça pour dire que la boucle est bouclée et que Disney, Marvel donc, récupère les droits de Daredevil. Bon, je suis vraiment pas rentré dans les détails parce qu'on est vraiment pas là pour ça, mais si vous avez des précisions à apporter ou même me corriger sur ce que j'ai pu dire en commentaire, n'hésitez pas. Référencement. Ce qui fait que dorénavant, on peut retrouver la série Netflix Daredevil sur Disney+. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Est-ce que Disney va laisser moisir notre avocat casseur de méchants préféré dans son coin, ou est-ce qu'il va l'exploiter? Et si oui, est-ce qu'on doit être rassuré ou complètement terrifié? Quel avenir pour Daredevil sous Disney? C'est lors du Disney Plus Day de novembre 2021 que l'on apprend avec surprise et questionnement interne très profond, rempli d'angoisse et de terreur. Ok, je me calme. Une nouvelle série Daredevil est en préparation pour la plateforme Disney+, Daredevil Born Again. Immédiatement, les réactions se sont pas faites attendre. Le MCU étant en déclin après la fin d'Endgame, les fans de la première heure craignent une Disneyification de l'œuvre, la rendant tout public, dénaturant l'aspect réaliste, trash, sanglante et terre-à-terre qu'était la série chez Netflix, qui eux se permettent généralement plus de violence, de sang, d'insultes et de cul finalement. Et on veut vraiment pas de ça avec Daredevil. On veut pas d'un Daredevil qui met des coups de poing en mousse, avec des mares de sang présentes mais pas du tout cadrées pour pas choquer les moins de 13 ans. C'est pas ça Daredevil. Surtout avec le personnage du Punisher qui est apparu dans la saison 2 de Daredevil de Netflix, qui est interprété par le formidable Jon Bernthal, acteur très respectable qui n'est pas là pour bouffer des gros chèques mais qui est vraiment là pour l'amour de l'art. C'est vraiment un mec qui s'en fout. Le mec pourrait te refuser un rôle payer 50 millions de dollars si ça lui convient pas quoi. Et lui qui a dit qu'il reviendrait uniquement si c'était la même ambiance que chez Disney, et devinez quoi, il est de retour sur Born Again. Quant à Vincent D'Onofrio, l'acteur qui sublime le rôle du caïd dans la série, quant à lui, il nous donne quelques nouvelles par-ci par-là, et dernièrement, justement, il a dit qu'il en revenait pas que Disney avait autorisé une telle violence, et qu'il était content que ça prenne une tournure très mature et adulte comme l'était la série Netflix, voire plus d'après ses dires. C'est plutôt rassurant. Mais en effet, pour avoir vu Deadpool là très récemment, on peut se dire que les productions un peu externes, un peu qui frôlent les barrières du MCU, se permettent vraiment des choses, et Disney laisse faire. Et pour le coup, j'espère que ça va continuer comme ça. Très sérieusement. Mais ça a pas toujours été rose dans la production de Born Again, parce qu'on a appris, il y a à peu près un an maintenant, une réécriture totale du scénario et carrément qu'on aurait viré toute l'équipe artistique liée au projet, tellement c'était à chier quoi. Donc bon, désolé pour le chômage, mais merci d'avoir réagi avant que ça parte en prod. Nous voilà aujourd'hui en août 2024, et on nous promet une date de diffusion pour mars 2025. Et très récemment, on a eu un leak venant d'une projection en salle privée, où on peut apercevoir nos acteurs et actrices de la série Netflix présentes dans Born Again, ce qui est vraiment rassurant pour le coup cette fois, et on a vu quelques scènes de baston qui sont très rassurantes aussi. Au moment où je tourne cette vidéo, pas encore de bande-annonce officielle, mais j'espère que ça ne va pas trop tarder. Vu que le leak est sorti, on peut se dire que c'est prêt, la bande-annonce est prête et qu'on devrait la voir dans pas longtemps. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de mes attentes personnelles.
J'ai quand même, malgré tout, un peu peur du regard de Disney sur le projet. Et j'espère qu'ils n'ont pas fait revenir tout le monde pour juste vendre un peu mieux le projet et pour satisfaire les fans de la première heure tout en Disneyifiant la série. Malgré les dires des personnes présentes sur le tournage, je fais quand même confiance à Vincent D'Onofrio et Jon Bernthal, mais ça reste à voir, j'espère qu'on sera pas déçus. J'ai aussi un peu peur qu'ils intègrent un peu la magie, la marvelisation, l'humour, la légèreté, pas du tout convenu pour un Daredevil. J'ai pas du tout parlé de son caméo chez She-Hulk, hein, qu'on adore, She-Hulk. Quelle série géniale d'avocats aussi chez Disney. Aïe 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 aïe, ça on va pas en parler vraiment, on va faire comme si ça n'existait pas, on va vraiment omettre ça avant que je me remette à pleurer. Malgré que ça s'appelle Born Again à présent, c'est quand même clairement parti pour être comme une saison 4 avec l'intégration officielle du contexte MCU autour, peut-être des références à 2-3 persos qui existent dans le MCU du coup, mais parti comme ça a l'air d'être parti, on va pas être sur une origin story évidemment, on va être sur l'équivalent d'une saison 4 j'espère, donc raison de plus pour aller voir la génialissime série Netflix qui est sur Disney+, je rappelle maintenant. Ne serait-ce que juste pour vous faire un comparatif du traitement qu'a subi la série en elle-même entre les deux studios, ça peut être intéressant toujours de constater comment Netflix et comment Disney traitent cette licence. J'ai toujours vu la série en VF parce que je la trouve d'une très très grande qualité. Mention spéciale à Thierry Hansis pour le Caïd, Jérôme Powell pour le Punisher et évidemment mon idole Bernard Gabé pour Matt Murdock. Même si les autres font aussi un très bon taf, mais ces trois-là m'ont vraiment marqué au fer rouge quoi. D'ailleurs je suis absolument attristé que Bernard Gabé ne double plus Matt Murdock pour le MCU, tout simplement pour pas faire doublon avec Tony Stark qui doublait également dans le MCU évidemment. Donc j'ai vraiment le seum parce que le jeu d'acteur exceptionnel de Bernard Gabé permettait d'avoir les deux ensemble, et c'était très distinct, surprenamment, différemment d'un personnage à l'autre, quoi. Parce que les deux personnages ont un caractère diamétralement opposé, en fait, les deux ensemble dans la même pièce, ils pourraient parler, ils s'entendraient pas trop, je crois. Et franchement, l'interprétation de Bernard Gabé laisse parfaitement transparaître deux caractères très différents, et moi j'ai mis personnellement 2 saisons avant de me rendre compte que c'était la même voix que Tony Stark quoi. Donc franchement en plus étant donné que Tony Stark n'est plus dans le MCU maintenant qu'il est décédé, ça aurait été vraiment génial pour la continuité en plus de la série des 3 saisons précédentes de reprendre Bernard Gabé pour le rôle. Franchement sincèrement j'attends la bande-annonce en français pour voir s'ils le reprennent, j'espère de tout cœur qu'ils le reprennent parce que franchement ça vaudrait vraiment le coup quoi. Bernard Gabé faisait vraiment un taf de fou et j'avoue que ce serait très drôle pour une future connexion entre peut-être Spider-Man et Daredevil de réentendre Peter parler avec la VF de son mentor disparu dans de futurs projets. Ça aurait pu être vraiment super intéressant, ça aurait même pu faire un clin d'œil cool, mais j'espère vraiment qu'ils vont reprendre cette VF qui était exceptionnelle quoi. J'ai rien du tout contre la VF de Matt Murdock qu'ils lui ont donné dans Spider-Man No Way Home, hein. On l'entend pas beaucoup mais moi ça m'a fait bizarre quoi, j'étais choqué, donc j'espère de tout cœur que Bernard Gabé reprend son rôle dans la VF, mais ça c'est un autre débat. En conclusion, j'attends avec impatience cette série Marvel Netflix plus qu'autre chose maintenant du MCU, j'attends plus rien du MCU, même si très bonne surprise de Deadpool évidemment, je vous remets la vidéo juste là. Faut franchement voir cette série Daredevil, que vous aimiez ou non les super-héros, que vous êtes familier ou non avec l'univers Marvel, franchement ça n'a aucun rapport, vous n'êtes pas du tout obligé pour suivre la série et pour l'apprécier à sa juste valeur, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mes parents, ils ont kiffé la série, hein, et ils ont pas du tout suivi tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu intrigué, un peu intéressé, un peu donner envie de vous intéresser à cette série qui est vraiment géniale. J'espère que on va suivre la suite avec impatience. Je ferai peut-être un react de la bande-annonce quand elle sortira, avec une analyse, etc. pour faire un petit peu un comparatif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que j'écris un peu la vidéo, un peu faire une structure comme ça. Je suis pas rentré beaucoup dans les détails, mais voilà, je suis resté un peu léger, un peu tout public pour que tout le monde comprenne à peu près de quoi je parle. J'espère que ça a été assez clair. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des vidéos et de Sea of Thieves qui reprend bientôt. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. C'est ciao!